aujourd'hui à Metz, les agriculteurs se mobilisent pour exprimer leur mécontentement. Le cortège, composé d'une trentaine de tracteurs venant de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, prévoit plusieurs arrêts stratégiques, notamment à la préfecture et à la direction départementale des territoires. Parmi eux, 4 tracteurs du Pays de Bitche ont rejoint le convoi après un départ matinal. Léon Bach, producteur laitier implanté à Haute-Villers, a perdu plusieurs de ses vaches à cause de la fièvre ovine catarrhale. Cette maladie virale touche principalement les moutons, mais affecte aussi les bovins. Heureusement, elle n'a aucune incidence sur la qualité sanitaire du lait. Les sapeurs-pompiers de Moselle parcourent 240 km à vélo au profit du Téléthon. Le cortège, composé de 18 cyclistes, a fait plusieurs haltes pour recueillir les dons destinés à la recherche médicale. Cette année, l'ambassadeur de la caravane est un jeune garçon atteint de la myopathie de Duchenne. En cette période de Black Friday et à l'approche des fêtes de fin d'année, la plateforme Amazon de Massony est en pleine effervescence. Ce site, le plus grand de France, avec 50 000 m² de surface, mobilise 4 500 salariés, dont 500 saisonniers, pour traiter 10 millions de colis. Joseph Kamel s'est produit en concert jeudi soir à Sarreguemines. Ce chanteur franco-égyptien, révélé dans l'émission The Artist, a fait vibrer le public de l'hôtel de ville, notamment avec son titre phare, Celui qui part. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En seconde partie d'émission, nous retrouverons Marie-Morgane en compagnie d'Élodie Kiffer. Cette passionnée nous ouvre les portes de son horticulture familiale située à Blisbruck. On démarre avec les agriculteurs qui vont se rendre à Metz aujourd'hui pour la journée de mobilisation pour les agriculteurs. L'opération a été organisée par les jeunes agriculteurs de Moselle et la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole. Des arrêts sur plusieurs sites sont prévus, comme les assurances, la préfecture ou encore la direction départementale des territoires. Parmi la trentaine de tracteurs de Meuse, Meurthe-et-Moselle et de Moselle qui devaient être sur place, 4 arriveront tout droit du Pays de Bitche. Ils ont dû partir tôt ce matin pour rejoindre le convoi allant à Metz. Émilie Azél a rencontré les secrétaires des jeunes agriculteurs du Pays de Bitche à la veille du départ. Pourquoi vous allez rejoindre cette mobilisation à Metz? À Metz, justement, c'est parce qu'il y a les instances, donc la préfecture, les grands bureaux de la MSA, de la DDT, et tout ça, quoi. Et c'est justement pour aller justement à la ville pour montrer notre ras-le-bol et pas se limiter seulement à Sarreguemines, quoi. Et justement, quelles sont vos revendications? Des revendications, on en a plusieurs, notamment l'accord avec le Mercosur, donc, qui consisterait à importer de la viande de pays qui ne se soumettent pas aux mêmes normes que celles françaises. Donc ce serait catastrophique, hein. On ferait importer des produits de qualité médiocre, alors que nous on produit de la qualité avec des cahiers des charges tellement énormes. Il faudrait un plan d'aide suite à la FCO qui a eu des impacts énormes sur nos exploitations. Naturellement des impacts économiques dus à la perte d'animal, perte de production des animaux, aussi bien lait, viande, tout confondu. Et également les frais vétérinaires qui étaient énormes. Mais aussi une simplification des démarches administratives, notamment pour la PAC. Après, on peut aussi un petit peu parler du prix du lait bio, qui est aujourd'hui payé 40 € au millilitre plus cher que le lait conventionnel. Ce qui est catastrophique parce que les aliments en agriculture biologique coûtent à peu près, ça peut être plus, ça peut être un peu moins, que 1,5 fois plus cher que les aliments conventionnels. Et le lait, il est que payé 40 € au millilitre plus cher. Donc économiquement, c'est pas gérable. On reste toujours avec les agriculteurs lourdement touchés par la fièvre ovine catarrhale. Cette maladie virale touche surtout les moutons et parfois même les bovins. Léon Bach, éleveur à Haute-Villers, en a fait les frais. Plusieurs de ses vaches laitières ont été touchées par la maladie. Même si la maladie n'a aucune incidence sur la qualité sanitaire du lait, l'agriculteur a perdu plusieurs de ses bêtes, ce qui a de lourdes conséquences pour son exploitation, comme il nous l'explique dans ce reportage de Camille Henriot. Quand avez-vous été touché exactement par la fièvre ovine catarrhale? Quand ça a commencé? C'était fin mi-septembre. Mi-septembre, ça a commencé avec, dans le troupeau laitier, c'est là qu'on a remarqué le plus, avec une baisse de production de entre 20 et 30%. Perte de lait, perte d'animaux. Les pertes d'animaux, ça c'est venu en octobre.
On peut dire à un moment donné, pendant 15 jours, 3 semaines, une bête par semaine en mortalité. Ou qu'on a dû euthanasier parce qu'ils étaient au bout, quoi. En vache, on a perdu 6, 7. Et en veau, on a quand même à la naissance, avortement et veau né mort, au moins une dizaine. Quand tu dois euthanasier ou tous les semaines une bête qui crève, c'est pas la gloire, quoi. Donc vous avez été touché d'emblée dès le mois de septembre, mais oui. ça s'est tout de suite et vacciné. Et vacciné, mais on l'a quand même eu. Ouais. Ben, on était vaccinés, oui, on a vacciné vers la mi, quand ça a commencé, parce que les vaccins n'étaient pas disponibles. Les vaccins auraient dû les avoir avant la mise à l'herbe. Finalement, quels sont les signes de reconnaissance de la maladie? T'as rien vu, rien du tout, on voit rien du tout. Ouais. Sauf qu'ils sont malades, ils sont mous. Et c'est la seule... Et puis, prise de sang, et c'est là que tu vois qu'ils ont la fièvre catarrhale. Le dernier test qu'on a eu, c'était il y a 3 semaines positif. Parce que quand on vend des veaux de 15 jours, ils font des prises de sang. Et là, on en avait un veau qui était positif, qui est revenu positif. On enfourche maintenant les vélos avec les sapeurs-pompiers de Moselle. Ils ont effectué un relais à vélo de 240 km au profit du Téléthon. Un challenge réalisé pour la 4e année consécutive. À leur côté, un jeune garçon atteint de la myopathie de Duchenne, une maladie génétique rare. Jeudi après-midi, le cortège a fait halte à la caserne de Vousvillers. Christian Ricli était sur place. Et oui, c'est un défi sportif de taille que relèvent les 18 cyclistes de la caravane de l'Espoir. Le peloton qui est parti jeudi matin de Phalsbourg doit rallier ce vendredi soir Mézières-les-Messes. Un périple de 2 jours et 240 km à travers la Moselle. Alors tous les 10 à 15 km, il marque un arrêt dans une commune pour non seulement reprendre des forces, mais aussi récolter les dons qui ont été collectés. Des fonds qui serviront à soutenir la recherche médicale. Il y avait en Moselle déjà un relais pédestre qui a été initié par d'autres animations, par des mairies. Et j'ai trouvé cette idée pas mal. Et donc je dis pourquoi pas ne pas la lancer au niveau pompier. Et quand on a lancé cette opération, il y a énormément de gens qui étaient partants. La preuve, c'est la 4e année et tous les cyclistes reviennent. On a toujours des moments où c'est un peu plus compliqué pour certains et pour d'autres. Mais le groupe est là et on se soutient. S'il y en a un qui a un peu plus de mal, le groupe ralentit et on essaye de rouler tous ensemble. Là, la météo cette année, pour l'instant, elle est assez clémente, mais on a eu des années où il faisait vraiment froid, où il a neigé, on a eu des années où il pleuvait. Cette année, l'ambassadeur de la caravane de l'Espoir, c'est Adley, 10 ans, un jeune garçon en fauteuil roulant. Alors, il est atteint de la myopathie de Duchenne. C'est une maladie neuromusculaire dégénérative et il suit le cortège à bord d'un véhicule aménagé. Je peux plus marcher parce que j'ai ma maladie. Il perd progressivement ses muscles, c'est une maladie génétique, donc qui est progressive. Donc là, la recherche est extrêmement importante, parce que pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Donc c'est un peu une course contre la montre. Il y a pas mal d'essais qui sont en cours maintenant, en ce moment. Il y a un réel espoir qui est peut-être un traitement pour Adley et pour d'autres maladies aussi. Donc il est très important, là on va arriver au week-end du Téléthon, il est très important de donner. L'an dernier, la caravane de l'Espoir avait permis de récolter plus de 10 000 €, une somme que les pompiers espèrent dépasser cette année. Et si vous souhaitez soutenir le Téléthon, vous pouvez faire un don en appelant le 3637 ou en vous rendant sur le site officiel du Téléthon. C'est un concept que l'on ne connaissait pas encore à Sarreguemines. Un bar à chat va ouvrir ce samedi 30 novembre. C'était le rêve de Delphine Guette, gérante du bar. Les visiteurs pourront passer du temps avec ses compagnons à 4 pattes tout en savourant des pâtisseries faites maison et des boissons. Bien sûr dans le respect des animaux. 6 chats sont accueillis dans son nouveau local situé au 1 rue de Groesbeek-Derstroff. Ils ont tous été confiés par 2 associations locales, Cat Family 57 et les Beacher Cats. L'objectif, faire connaître ces chats et pourquoi pas leur trouver une famille d'accueil puisque des adoptions seront possibles en lien avec les associations. Retour du côté de Metz, plus précisément chez Amazon avec ses 50 000 m² de surface au sol répartis sur 4 étages. Les plus gros sites Amazon de France nous a ouvert ses portes en cette période de rush. Entre Black Friday et Noël, près de 10 millions de colis sont traités à Osny. Un défi de taille, reportage de Marie Vin.
Black Friday, fête de fin d'année, le gros rush a déjà commencé pour Amazon. Une période durant laquelle près de 10 millions de colis seront traités, soit une hausse de production de 30% par rapport au reste de l'année. De début octobre à mi-novembre, on rentre énormément de stock. Donc on va rentrer ce qui va être commandé à Noël. Et à partir de mi-novembre, les débuts du Black Friday jusqu'à fin décembre, là on va expédier du coup les commandes de Noël. Pour faire face à cette période cruciale, Amazon a renforcé ses effectifs. 500 emplois saisonniers s'ajoutent aux 4000 salariés du site. Là, par exemple, la semaine dernière, c'était pas le même rythme que cette semaine-là. Il y a plus de travail, on enchaîne, tout le monde enchaîne, les managers, toute l'équipe. On le ressent parce qu'il y a beaucoup plus de colis qui arrivent, des totes beaucoup plus chargées. Mais après, voilà, c'est un rythme à prendre et tout va très bien. Je dois dire qu'il y a toujours des commandes, mais oui, je le ressens un petit peu quand même. Il y a un peu plus de flux, effectivement. Un rythme plus soutenu et une mécanique bien huilée. Grâce à la technologie et à une logistique remaniée, les colis sont expédiés en un temps record. Et dans ces colis, l'effervescence du Black Friday et des fêtes de fin d'année se fait ressentir. C'est beaucoup les produits électroniques en fait, les petites enceintes. Et là, on commence à avoir les jouets pour enfants aussi, beaucoup. Après, on voit un peu de tout, c'est varié, hein, il y a vraiment de tout. Mais oui, plus les affaires de Noël, voilà. Beaucoup de technologie, donc high-tech, rasoir électrique, brosse à dents électrique, robot aspirateur, ce type de choses. Ça, c'est plutôt la période Black Friday. Et après, sur la période de fête de fin d'année, là, on va retrouver toujours un petit peu de technologie, mais après beaucoup de jouets, beaucoup de jeux de société, de livres également. Des millions de colis qui, pour la plupart d'entre eux, se retrouveront d'ici quelques semaines sous votre sapin. Et pour vos cadeaux de Noël, pourquoi ne pas se laisser tenter par des œuvres artisanales? Ils ont parsemé leurs couleurs dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Les artistes peintres Pierrette Jaguer et Charles Reslinger exposent leurs tableaux dans une exposition commune appelée Regard sur les couleurs. Chacun a sa propre histoire qui se cache derrière les toiles. Reportage de Thibaut Desmerlet. Pierrette Jaguer et Charles Reslinger baignent depuis 20 ans dans la peinture. Ils font partie de l'amicale des artistes lorrains et ont décidé de faire une exposition commune, Regard sur les couleurs. Pierrette est originaire de Rohrbach-les-Bitches et a interprété en aquarelle ses carnets de voyage. À chaque destination, ses peintures, comme ici à Venise. Charles est originaire de Guertin et l'histoire de ses tableaux est tout autre. En mémoire de son père qui était mineur, il a décidé d'immortaliser des métiers. La majorité de ses toiles sont de la peinture à l'huile, mais il y a aussi quelques aquarelles. Leur exposition est visible à l'hôtel de ville de Sarreguemines cet après-midi de 14h à 18h et ce week-end de 10h à 18h. L'étoile montante de la pop française Joseph Kamel était en concert hier soir à Sarreguemines. Sur la scène de l'hôtel de ville, il a interprété ses premiers succès. Reportage de Camille Henriot et Marie-Morgane Pires. Si tu savais comme c'est beau. Avec sa voix singulière, Joseph Kamel a fait chavirer le cœur du public jeudi soir. Pour sa première tournée nationale, le chanteur franco-égyptien a fait étape à Sarreguemines. Révélé dans l'émission 10 artistes sur France 2 en 2021, il enchaîne depuis les succès commerciaux avec son premier album Miroir. Sur la scène de l'hôtel de ville, il a notamment interprété son titre phare, Celui qui part, qui cumule 13 millions de vues sur YouTube et plus de 35 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Joseph Kamel a aussi chanté son dernier single, Ton regard. Je sais que tu seras belle. Je sais que tu rendras le monde plus fort. Dis comment tu t'appelles. Ma vie qui n'existe pas encore. J'ai du temps devant moi, avant toi, pour apprendre ce que j'ignore 10 ans avant. Tout de suite après la pub, je vous donne rendez-vous avec Élodie Kiffer, horticultrice, juste après les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, pour ce
week-end, le soleil nous tiendra compagnie. La journée de demain sera une nouvelle fois très ensoleillée avec un ciel bien dégagé. Côté température, les minimales seront à nouveau négatives et les maximales ne dépasseront pas les 5 degrés. Demain, nous fêtons les André. Il fera jour de 8h03 à 16h36. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Vivez la magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Bitche se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. Du samedi 7 au dimanche 8 décembre, la ville de Sarreguemines commémore les 80 ans de la Libération. Conférences, expositions, cérémonies, présence exceptionnelle de véhicules militaires américains d'époque. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Le Bricomarché Biche vous fait gagner un aspirateur Ryobi sans fil. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de liker la page, puis identifier 3 de vos amis en commentaire, puis partager. Vous avez jusqu'à jeudi minuit pour participer. Bonne chance à tous. C'est le moment de retrouver Marie-Morgane pour une nouvelle découverte d'un métier dans son émission En Immersion. Elle s'est rendue à Bliesbruck pour découvrir une entreprise familiale, l'horticulteur Litzenbourger. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, je vais passer la journée avec Elodie Kiffer, horticultrice à Bliesbruck. Je vais la retrouver tout de suite dans ses serres. Suivez-moi. Bonjour Elodie. Bonjour Marie-Morgane. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ton horticulture. J'ai hâte de voir un petit peu ton quotidien. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi un petit peu l'activité? Alors là, en ce moment, je suis en train de faire une coupe pour un client qui m'a fait une commande. Et oui, on a plein de couleurs parce que on a fait plein de feuillages pour faire ces compositions qu'on a produit nous-mêmes. Et voilà, l'activité là, dans les prochains jours, ça va être la création de compositions pour les clients. Et puis on fait aussi des arrangements en sapin pour mettre sur le cimetière. Elodie, cette horticulture, elle a toute une histoire. Elle a été créée par ton papa, c'est ça? Oui, c'est la passion de mon papa en fait qui est à la base de cette entreprise. Donc quand il était tout jeune, son petit plaisir c'était de faire pousser des arbres, surtout les conifères. Et après, il avait toute une pépinière. Et après, il s'est diversifié en faisant de la plante annuelle.
Et donc là, il a commencé, il dit toujours, la première pierre de la première serre a été posée le jour de ma naissance. Et du coup, c'est de là que ça a commencé. Il a construit la première serre. Et 3 ans après, quand mon frère est né, il a construit la deuxième serre. Et après, j'ai un autre frère encore. Et voilà, ça s'est développé. D'année en année, il a construit d'autres serres. Et toi, du coup, tu as grandi dans tout ça, dans ces serres finalement, et c'est ce qui t'a donné un petit peu l'envie de poursuivre comme ton papa? Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours été avec eux. C'est un travail qui, en saison, est très prenant. Donc forcément, on traînait dans les serres. Et puis, voir l'évolution de la plante, voir toutes les étapes, en fait, ça m'a donné envie de continuer, quoi. C'est vraiment... c'est magique, quoi, la nature, démarrer sur quelque chose de tout petit et puis avoir après une belle plante ou après des légumes qu'on récolte au potager, quoi. On va préparer des petites jardinières ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça. Je te propose qu'on aille choisir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme plantes qu'on peut choisir actuellement? Alors, on a beaucoup de plantes à feuillage coloré. Il n'y a pas forcément beaucoup de plantes fleuries. Mais la couleur est apportée par le feuillage en fait. Donc on a par exemple les euchères. On peut aller voir un peu plus près si tu veux. Là tu as des euchères qui sont très colorées avec un feuillage marbré. Et donc c'est une plante qui a tout le temps de la feuille et qui évolue en fait. Tu as les plus jeunes feuilles qui ont une autre couleur. Donc ça peut être intéressant pour faire quelque chose de très coloré. Après, on peut rajouter un peu de verdure. On peut mettre, on va mettre un peu de forbe. Donc ça, c'est une plante qui tient très bien à la sécheresse et qui tient très bien au froid aussi. Et donc ça, c'est très joli parce que tu as les jeunes feuilles qui vont devenir rouges comme ça au printemps. Ah oui, on le voit un petit peu là aussi. Ouais. Et ça fleurit au printemps. Ok. Donc ça, on va mettre pour donner un peu de hauteur. Merci. Qu'est-ce que tu préfères? Du blanc, du jaune? Plutôt le jaune. Alors, on va mettre du jaune. Là, on peut le mettre là. Ça fait bien coloré. Donc le chrysanthème pomponnette, c'est une plante qui subit un peu le froid, mais à peu près quand c'est autour de 0, tu peux avoir des marques sur les fleurs. Mais c'est une plante qui est quand même vivace, donc tu la plantes en pleine terre et puis après au printemps, elle refait des pousses et ça refleurit à l'automne de nouveau. Ok, super. Voilà, comme ça on aura une jardinière bien colorée. Parfait. On remplit la jardinière. Ok. Bon, tu peux prendre la pelle, moi je prends les mains. Bon, avec les mains, ça ira. Il ne faut pas trop tasser, hein, ok. Parce qu'on va... Presque pleine ta jardinière. Tu veux un coup de main? Hop, je suis un peu plus lente, comme toujours. Hop. Voilà. Merci. Donc là, tu prends ta plante. Moi, j'aime bien toujours nettoyer un peu pour avoir que des belles feuilles. Donc là, moi, j'ai un peu de racines. En général, je les enlève un petit peu, que ce soit plus facile à dépoter. Je pince. Voilà, moi, j'ai beaucoup de racines. Je défais un petit peu la motte, juste légèrement, hein, pour que les racines puissent de nouveau repartir correctement dans le pot. Ok. Tu prépares ton trou, tu vas planter. Après le volume, voilà. Tu places ta plante et puis tu remets de la terre contre. Moi, je pense que c'est pas mal. On va juste rajouter un peu de terre sur le côté. Voilà. On peut prendre la deuxième. Donc là, pareil, bon, celle-là, elle a l'air d'être pas trop mal. Les racines, ça va. Il y a... Oui, tu en as un peu plus. Ouais, tu peux aussi casser un peu, démêler un peu les racines. Bon, après, on rajustera le niveau une fois que tout sera planté. Voilà. Et puis le chrysanthème, là, il faut faire attention, c'est un peu plus fragile. Les branches sont plus vite cassantes.
Toujours le même principe. Voilà. Et pareil, on fait le trou. Voilà, une petite jardinière pour le rebord de fenêtre. Parfait. Donc on a vu avant, il y a toutes les plantes d'automne qui sont là, mais en horticulture, il faut constamment anticiper. Et là, il y a déjà la préparation pour l'année prochaine, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on a toujours une saison d'avance. Donc ça, c'est les primes verts qu'on a reçues en petites pousses au mois d'août, qui poussent là tranquillement et qu'on vendra à partir du mois de mars, avril, au moment de Pâques en fait. Donc c'est une des cultures qui est la plus longue en horticulture, enfin de ce que moi je fais. Et voilà, après les plantes qu'on a vues avant, c'est des plantes que j'ai eues en jeunes plants au mois de juin. Voilà, ça a poussé tranquillement dans les serres jusqu'à maintenant. Et voilà, il y a tout le temps, faut tout le temps penser à la suite. Au mois de février, on reçoit déjà les pousses de géranium. On commence les premiers semis de tout ce qui est poivrons, tomates. Voilà, c'est tout le temps perpétuellement anticipé. Voilà, et à peine j'ai fini de vendre la saison, qu'il faut déjà commander pour la saison d'après. Enfin voilà, c'est tout le temps, faut tout le temps anticiper. Et, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment un cycle de vie qu'on a dans les serres et qu'il faut suivre tout le temps. Et du coup, c'est un petit peu routinier ou il y a des changements par rapport aux températures aussi, par exemple, où il faut être attentif ou y a une routine quand même qui est en place parce qu'il y a toujours à peu près les mêmes... Enfin, il faut toujours démarrer les cultures aux mêmes périodes. Après, oui, on s'est adapté. Par exemple, ça fait 2-3 ans qu'on a changé la semaine de livraison des géraniums pour avoir à chauffer moins tôt dans la saison. Et au final, on arrive quand même à avoir des résultats qui sont identiques. On adapte parce qu'il faut adapter les coûts de production. Ou, après, il y a aussi les variétés qui sont adaptées, mais ça c'est plus en amont, c'est chez mes fournisseurs où ils font des recherches pour avoir des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse. Comme le Forbe qu'on a vu, hein, c'est une vivace qui est vraiment idéale pour les terrains secs et ensoleillés. Enfin voilà, on adapte notre sélection en fait de variétés en fonction des climats, enfin du climat qui évolue. Mais ça c'est vraiment un travail qui est en amont, hein, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Okay. Je me laisse conseiller pour ça. Bien sûr. Là, on approche aussi de la Toussaint, donc c'est beaucoup de préparation pour les compositions, c'est ça? Oui, c'est ça. On fait des compositions avec du sapin. Donc nous, on a choisi de travailler le sapin nobilis. C'est un sapin qui résiste bien, qui ne perd pas ses aiguilles, qui reste beau tout l'hiver. Et donc après, on l'agrémente avec des plantes. Ça, c'est des fleurs exotiques qui sont séchées et colorées pour avoir des compositions qui résistent souvent tout l'hiver. Après, il y a des gens qui viennent nous voir aussi pour des compositions à Noël. Donc des choses qui sont plus festives avec du rouge, du doré, du brillant, de la paillette. Mais là, on reste dans les tons plus naturels. Voilà, c'est des pommes de pin, des éléments séchés en fait qui tiennent bien. Et du coup, toi, tu as suivi quoi comme formation? Est-ce que tu as toujours voulu être horticultrice vu que tu as grandi justement dans ces serres? Alors en fait, à l'adolescence, on veut parfois se rebeller. Mais c'était pas une grosse rébellion. J'ai voulu essayer... j'ai fait un bac S en fait. J'ai fait une formation scientifique parce que je voulais aborder la plante plus du côté scientifique. Mais après le bac, je suis allée... J'aurais dû rester en bio, mais je suis partie en chimie et je me suis rendu compte que c'était de la pétrochimie, ça m'a pas plu. On est parfois mal informé quand on doit choisir son cursus.
Et voilà, après un an où je me suis un peu ennuyée, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qu'il y a chez mes parents qui m'intéresse. Et puis je suis retombée sur un vieux cahier où j'avais marqué « Je veux devenir fleuriste ». Et voilà, j'ai fait d'abord une formation de fleuriste. J'ai fait un CAP en un an parce que j'avais déjà le bac, donc il y avait toutes les matières générales que j'avais plus besoin de repasser. Et voilà, je fais en apprentissage. Et après, ça me plaisait bien, je voulais approfondir un peu plus le sujet. Donc je suis partie en apprentissage chez une fleuriste dans les Vosges. Et là, j'ai fait un bac professionnel fleuriste. Après ça, j'ai travaillé quelques années et c'était pas évident de trouver une place en fleuristerie. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui existe, qui fonctionne. Pourquoi pas quand même aller travailler avec les parents. Donc j'ai travaillé quelques saisons avec eux. Et puis après, j'avais appris que si on a un bac, on peut demander des aides à l'installation et tout ça. Je dis, je suis encore jeune, je vais encore retourner passer un bac. Donc j'ai fait un bac pro production horticole, florale et légumière en fait. Donc dans ma classe, il y avait des jeunes qui faisaient maraîcher. Okay. Et voilà, pendant 2 ans, je suis retournée sur les bancs de l'école avec le plus jeune, il avait 8 ans de moins que moi. Ah oui, oui, ça fait un peu bizarre. Ouais, bon, on était assez de tous les âges. J'étais la plus âgée et lui était le plus jeune. Et ouais, c'était une belle expérience et ça pendant 2 ans. Donc là, j'étais en alternance ici. Et voilà, après, j'ai repris l'entreprise en 2021. Et voilà, il y a eu des petits travaux, des évolutions. Ça évolue. Et c'est une fierté pour toi aujourd'hui de dire que tu as pu reprendre l'entreprise familiale et de garder finalement ce lieu? Ouais, c'est quand même... mon père est quand même content que je reprenne. Après, c'est toujours une inquiétude parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et comme on le disait avant, c'est toujours une saison d'avance. C'est toujours un projet sur l'avenir, hein, même si c'est que quelques mois en avance. Et voilà, c'est quand même... c'est un métier passion, hein, c'est quelque chose qu'il faut faire avec passion et il ne faut pas compter ses heures parce que sinon on ne travaille pas. Hein. Là on voit il y a des pucerons sur la plante. Est-ce que tu as une solution spécifique ici? En fait, nous, on essaie de limiter au maximum les pesticides. Donc, quand on constate des pucerons, on va acheter des larves de chrysope et puis on va les saupoudrer dessus. Et c'est en fait des toutes petites larves qui sont un tout petit peu plus grandes que les pucerons qui vont aller manger, je ne sais plus, une bonne vingtaine de pucerons par jour. Et voilà, ça permet de réguler en fait la population de pucerons et du coup d'avoir des plantes plus jolie en traitant sainement. Voilà, ça, maintenant, on le fait sur les plants de légumes aussi, ça peut arriver. Enfin, vraiment, on essaye un maximum de limiter tout ce qui est pesticides dans les serres. Élodie, tu me l'as dit avant, c'est un métier passion pour toi, mais qu'est-ce qui te plaît réellement dans ton quotidien? En fait, c'est voir l'évolution des plantes, partir d'une graine pour avoir une pensée ou un plant de tomate qui va donner des fruits, enfin vraiment voir tout ce cycle qui évolue. Et après, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est l'étape de vente. Donc c'est tout ce qui est conseil aux clients. Parfois c'est juste un conseil pour assembler des couleurs, ou alors c'est parce qu'ils veulent faire un massif, quelque chose qui va durer dans le temps et essayer de leur faire quelque chose d'harmonieux qui va leur plaire. Mais c'est aussi proposer, discuter des variétés que j'ai produites, donner les informations des variétés de tomates, pourquoi celle-là elle est mieux que l'autre. Enfin voilà, c'est l'échange aussi qu'il y a avec les clients aussi qui est très intéressant, qui apporte beaucoup aussi. On apprend tous les jours. C'est ça aussi qui est intéressant. Et moi aussi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Alors merci beaucoup Élodie de m'avoir accueillie dans ton horticulture. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.